Avez-vous tendance à nier votre mérite et votre succès? Vous avez ce sentiment entre anxiété et de manque de confiance en soi? Le syndrome de l'imposteur n'est pas un sentiment étranger pour Sophie Vincent, étudiante en traduction à l'Université de Montréal. Heureusement, il existe des avantages avec ce sentiment d'imposteur. N'est-ce pas, Sophie? Le complexe de l'imposteur, pour moi, ça se traduit peut-être pas de la même façon que toi. C'est-à-dire, c'est pas tant dans ma méthode de travail que j'ai des doutes, c'est plus dans l'acte de traduire lui-même. Là, tu sais, on a eu plusieurs cours qui nous ont parlé de l'importance de trouver le mot juste, puis que c'est pas des mots qu'on traduit, c'est du sens. Et là, tu sais, toi, tu lis une phrase, c'est ce que tu comprends, donc tu la traduis de cette façon-là. Et là, ben, tu doutes de toi parce que tu dis, est-ce que je me suis trompée? Bon, ça, c'est une chose. Mais ce qui est encore plus perturbant pour moi, c'est qu'il n'y a pas juste une bonne façon de traduire. Tu sais, moi, j'ai la phrase, je comprends X. Toi, tu lis la même phrase, tu comprends Y. Qu'est-ce qui est plus valable, X ou Y? Là, on peut en débattre pendant un million d'années. Puis là, il y a un réviseur qui passe en derrière de nous, puis qui tranche, puis qui dit, OK, non, ça va être de même, puis c'est tout. Puis encore là, le client peut relire cette phrase-là, puis dire, ben non, moi, c'est pas ça que je veux. Fait que c'est vraiment au niveau de ça, moi, que je me sens pas toujours adéquate ou, tu sais, c'est ça. Est-ce que je comprends bien? Est-ce que je rends bien? Ben oui, est-ce que j'ai la bonne technique aussi, là? Comme tu dis, tu sais, ma méthode de travail, est-ce qui est adéquate? Est-ce que je devrais m'y prendre autrement? Fait que je suis certaine que ça affecte tout le monde. Je suis certaine que tout le monde ressent ça à un moment donné ou à un autre de son parcours étudiant ou même professionnel. Je serais bien curieuse de savoir qui ne le ressent pas et pourquoi. Parce que je peux pas croire que un traducteur, à un moment donné, soit assez confiant et dire, bon, ben là, moi, là, regarde, ce que je fais, là, c'est toujours parfait. Le doute, ça peut te paralyser ou, au contraire, ça peut te forcer à aller plus loin dans tes recherches, dans ta compréhension des choses, non seulement du texte que tu as traduit, mais ton art, tu sais, l'art de traduire les différentes techniques, tu sais, le doute, c'est, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très sain. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui aiment mieux avoir des certitudes dans la vie. Moi, je pense on peut jamais être vraiment sûr de rien. Mais je pense que tu parlais de la confiance tantôt. Je pense que c'est vraiment par la pratique que ça passe. En tout cas, personnellement, c'est toujours comme ça que j'ai, dans différents domaines de ma vie, au niveau des études, au niveau, peu importe, c'est vraiment par la pratique que ça passe. La confiance, ça s'acquiert comme ça. Quand tu vois que ce que tu fais, c'est bien, les commentaires que tu reçois sont bons, tu as des bonnes notes. La traduction, c'est jamais fini non plus. Bon, il y a un moment donné, il y a les limites du contrat, là, c'est-à-dire qu'il y a les limites du temps aussi. Tu peux pas passer 10 ans sur une traduction. Ben, tu peux si tu veux, là, mais à un moment donné, ton client va dire, là, c'est parce qu'il faut que tu me livres quelque chose. Là, bon, il y a des limites très, très pratiques, mais effectivement, tu peux traduire quelque chose puis y retourner 1 an, 2 ans après, puis tu dis, ah, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça de même? Aujourd'hui, je ferais tellement ça autrement, puis c'est jamais fini, c'est jamais. Puis justement, le complexe de l'imposteur se pose là, justement, parce que si c'est jamais fini, ça veut dire que ta compréhension des mots, ta compréhension des sens, tout ça, ça évolue constamment. Fait que c'est difficile de pas avoir ce sentiment-là, genre que je suis vraiment pas adéquate, puis est-ce que je suis vraiment à ma place? Parce que j'ai pas l'impression qu'on va vraiment avoir le sentiment qu'on est vraiment compétent. Le doute est quand même très sain, parce que quand tu doutes, tu réfléchis, tu te remets en question, tu essaies de voir les choses différemment. Il y a quelque chose de très sain là-dedans en même temps. Là. Ça peut être paralysant si vraiment tu t'arrêtes à ça et tu te dis, oh mon Dieu, je suis pas à ma place, qu'est-ce que je vais faire? Ou tu peux dire, ben là, regarde, on va essayer tu consultes des collègues, tu lis, tu t'informes, comme tu dis, tu sais, tu lis des articles. Moi, je lis le texte au complet. Là. Ne serait-ce que pour avoir un peu le sentiment de ce que ça parle. Avant la conquête, les voyageurs français qui venaient au Québec, en Nouvelle-France, disaient qu'on parlait un français parfait, que notre français était sans accent et était parfait. Après la conquête, les élites françaises sont retournées en France, il y a eu la Révolution, le langage a complètement changé. Nous, on n'a pas évolué dans le sens qu'on a gardé les anciennes prononciations. Alors là, quand les Français revenaient, après, là, ils trouvaient qu'on était nuls. Mais
Mais c'est ça, mais ça part de là. Puis là, après ça, les Anglais sont arrivés. Là, il y a eu l'anglicisation. Les anglicistes sont là depuis ce temps-là, tout ça. Mais ça fait que les Québécois ont eu une très, très, très mauvaise opinion de leur propre langue pendant longtemps. Ça change maintenant, mais c'est intéressant tout ce processus-là de comment un peuple, une population voit sa propre langue puis la dénigre. C'est fou, là. Tu sais, que les autres la dénigrent, c'est une chose, mais quand toi-même, tu dis que ta langue est pourrie, c'est hey, une minute, là. Tu fais un travail parce que tu aimes ça. Idéalement, tu aimerais ça en vivre et être capable de payer ton loyer, là, bien sûr, là, mais je veux dire, l'argent, c'est un aspect du travail, là. Chaque travail mérite rétribution, puis quand tu travailles bien, tu devrais être payé en conséquence. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais quand tu aimes vraiment ce que tu fais, si tu es prête à vivre avec ça, ben tu le fais, puis c'est tout. Là. Si tu veux faire 150 000 par année, ben on n'a peut-être pas choisi le bon domaine. C'est ça que je veux dire. Tu sais, tu deviens informaticienne, tu deviens je sais pas quoi, là, tu vas faire de l'argent maison, mais si tu n'aimes pas ça, 40 heures semaine, quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, c'est longtemps aussi. Là. J'ai l'impression que les robots vont vraiment faciliter la tâche des traducteurs, comme ils le font déjà maintenant, ces logiciels-là. On l'a vu en instruments informatiques délangagés, les mémoires de traduction, ça simplifie le processus, ça garde des affaires en mémoire, tu mets une phrase dans ton truc, ça te dit que c'est semblable à 95%, tu fignoles, tu arranges des affaires, bingo, l'affaire est ketchup. Mais de là à dire que les machines vont vraiment toujours dans tous les cas remplacer les humains, je suis pas certaine. Il y a une part de jugement là-dedans, il y a une part... Les robots, tu pourras leur apprendre tout ce que tu veux. Ils n'auront jamais la sensibilité, ils n'auront jamais le jugement de dire, OK, ben cette phrase-là, il faut que ce soit dit d'une certaine façon parce que sinon, ça ne rend pas le message. Tu sais. Entre autres, tout ce qui est littéraire, nécessairement, je ne pense pas qu'un robot va être capable de faire de la traduction littéraire un jour. Pour ce qui est de la traduction vraiment technique, là, tu sais, comme les bulletins météorologiques, entre autres, on l'a vu aussi dans notre cours, tu sais, c'est toujours le même vocabulaire, les mêmes structures de phrases, la même terminologie. OK, peut-être. La traduction technique de manuels, d'instructions, de logiciels, de, je sais-tu, pilotage de machines, de cossins, peut-être. Mais tout va être fait par des machines, je suis pas sûre. J'ai juste aussi l'exemple de Made in Turkey, fait en Inde. Ouais, ça, c'est comme, oui, le robot, littéralement, là, oui. Tu sais, oui, il va finir par apprendre que Turkey, dans certains contextes, c'est un pays. Mais encore là, comment il va discerner ça? Comment il va dire, OK, là, c'est vraiment de la viande qu'on parle ou de l'animal et non pas du pays? Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Le robot, il fait sûrement bien sa job dans certains contextes, mais je pense pas qu'il peut tout faire. Je pense pas. Dans certains cas, ça peut être extrêmement pratique, Google Translate. Mais est-ce que ça va nécessairement prendre la place des humains, des documents officiels, des documents au niveau de la médecine, là, quand il y a des vies qui dépendent d'une traduction d'un texte. Google Translate, je pense que il y a eu des progrès fulgurants, là, je suis certaine, mais est-ce que ça remplace toujours un être humain? Je suis pas sûre. L'être humain est faillible. Je peux pas croire qu'une machine programmée par un être humain peut être infaillible. C'est l'humain qui le programme. Fait que regarde, si nous, on se trompe, la machine va se tromper aussi, là, à mon avis. Un grand merci à Sophie Vincent pour sa participation et au plaisir de vous voir pour le prochain podcast. Tous les épisodes sont disponibles sur ma page Facebook, ma page YouTube et ma page LinkedIn.